principale de Las Vegas, des milliers de gens s'activent autour de ce qui doit devenir l'un des plus grands hôtels casinos au monde. C'est une course contre la montre pour bâtir un complexe gigantesque, censé être la réplique exacte de Venise, avec ses canaux et ses gondoles. Mais ce casino de plusieurs milliards d'euros peut-il être construit dans le désert du Nevada? La plus grande superstructure de Las Vegas verra-t-elle le jour? Le pari est risqué. Une ville comme un mirage au milieu du désert, dans le sud-ouest des États-Unis. Elle a été bâtie par le jeu et s'est dotée d'édifices kitsch et hauts en couleur, à la gloire de l'excès et des extrêmes. Ici, plus que la roulette, c'est l'immobilier qui rapporte. Et si on ne construit pas plus grand et plus beau, on y laisse sa chemise. L'une des superstructures de la ville deviendra un jour l'un des plus grands complexes hôteliers du monde. Le Venetian sera un hommage à Venise, avec des reproductions à l'identique de ses monuments les plus connus. Quand tout sera achevé, le complexe du Venetian offrira plus de 7000 chambres. Mais ce chantier a été un projet véritablement pharaonique. Le parcours a été semé d'embûches, depuis les travaux de terrassement dans le sol du désert, jusqu'à la construction d'une aile supplémentaire au-dessus d'un parking, en passant par la copie fidèle de tous les détails de la vraie Venise. Dans une ville où le temps c'est de l'argent et où les bâtiments poussent comme des champignons, les acteurs du projet ont tout donné, travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les enjeux de l'immobilier se chiffrent en milliards d'euros. Pour les promoteurs de Las Vegas, les jetons sont les casinos eux-mêmes et les joueurs ceux qui les construisent, comme le commanditaire de ce complexe, Sheldon Adelson. J'ai demandé aux architectes combien de chambres on pouvait mettre sur ce terrain. Ils ont répondu 6000. Alors j'ai dit banco pour 6000. Considéré comme l'un des hommes les plus riches de la planète, Adelson doit sa réussite à sa vision audacieuse de l'avenir de Las Vegas. La construction de cet hôtel en est la preuve. Adelson a compris que le jeu n'allait bientôt plus suffire pour attirer les visiteurs à Las Vegas. En effet, des casinos ouvrent leurs portes un peu partout dans le pays. Il faut proposer plus que des tables de blackjack pour rester une destination touristique. Mais dans la course pour réinventer Las Vegas, Adelson s'est laissé devancer. Un autre entrepreneur du nom de Steve Wynn était déjà en train de métamorphoser le Strip avec, pour commencer, le Mirage en 1989. À l'époque, c'était l'hôtel casino le plus cher de l'histoire, avec une facture totale de 490 millions d'euros pour sa construction. Et puis Steve Wynn a bâti le Treasure Island. Et en 1998, il a terminé le Bellagio. À chaque nouvel hôtel, il a mis la barre plus haut pour ses concurrents potentiels. Quand Adelson s'est lancé dans la bataille en 1996, l'enjeu était immense. Pour s'imposer, il allait devoir dépenser bien plus d'1 milliard d'euros. Était-ce seulement faisable? Les consultants étaient persuadés que notre projet n'allait jamais se concrétiser. Pour construire ce nouvel ensemble sur le Strip, la partie commence en novembre 1996. Après avoir déboursé 100 millions d'euros pour racheter le Sands Hotel and Casino, Adelson le réduit en poussière. Son projet prévoit de le remplacer non pas par un autre casino, mais par le plus grand hôtel et centre de convention du monde.
Début 1997, les architectes doivent prendre une décision essentielle. Comment leur superstructure pourra-t-elle se démarquer dans le paysage déjà très encombré du Strip? L'Égypte ancienne, New York et Paris sont déjà pris. Il leur faut un thème qui fera de l'ombre à la concurrence. Les suggestions ne manquent pas. Les concepteurs du projet dressent une longue liste d'idées inspirées de villes célèbres. Mais en choisir une n'est pas évident. Finalement, c'est Madame Adelson qui aura le dernier mot. Ma femme est arrivée, elle a regardé les noms que nous envisagions et elle a dit « Et pourquoi pas Venise ?» Le couple y a passé sa lune de miel et Myriam Adelson est tombée sous le charme de la Cité des Doges. Sur place, on sent la présence de générations de Vénitiens et le poids de l'histoire. Tout est tellement magnifique et romantique. Adelson opte donc pour Venise. C'est cette ville qu'il reconstituera pour être un cran au-dessus de tous les autres grands noms du Strip. Il va tenter de recréer cette vénérable ville et sa lagune au beau milieu du désert du Nevada. Et ce ne sera pas chose facile. Le plus grand défi était de capter l'atmosphère d'une ville et de la transplanter ailleurs. La solution? Construire une version de Venise à la sauce Las Vegas, en ajoutant du luxe et du divertissement à son romantisme. Le tout en un temps record. Il faudra respecter les délais, car les casinos de Las Vegas génèrent plus de revenus par mètre carré que n'importe quelle entreprise, n'importe où dans le monde. Quand le Mirage a ouvert ses portes en 1989, on a dit qu'il allait devoir apporter 780 000 € par jour pour rembourser son emprunt sur 7 ans. Mais en réalité, il a si bien marché qu'il est rentré dans ses fonds en 18 mois. Mais sans aucune activité commerciale sur le site de l'ancien hôtel Sands, chaque semaine qui passe équivaut à des millions de pertes en revenus potentiels. Le futur complexe hôtelier aura une superficie approchant 930 000 mètres carrés et comprendra un casino, un hôtel et un immense centre de convention. Toute la structure fera au final près de 2 fois la taille du Pentagone à Washington. Sheldon Adelson fixe les délais. La première phase doit être achevée en tout juste 2 ans. C'est moitié moins que la durée normale d'un chantier de cette ampleur. Ce planning éreintant prévoit une ouverture au printemps 1999. Début 1997, le promoteur demande à son équipe d'architectes d'imaginer comment recréer Venise à Las Vegas. Nous avions prévu quelques sculptures par-ci et des éléments architecturaux par-là. On a envoyé notre proposition et ils ont répondu « Non, 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 vous n'y êtes pas du tout ». Et ils nous ont donné un livre énorme, épais comme 2 bottins, intitulé « Les palais de Venise ». On l'a feuilleté et on s'est dit « Bon sang !» Je crois que notre première ébauche était 40 fois moins chère que ce qu'on a dépensé au final. Ce projet sera gigantesque, même pour Las Vegas. Ce qui me préoccupait, c'était la qualité. La quantité, j'avais déjà connu, mais je tenais à l'authenticité de la reproduction. Pour moi, la priorité, c'était ça, pas l'argent. Le compte à rebours a déjà commencé et les architectes doivent décider comment reconstituer Venise. Quels éléments inclure? Lesquels laisser de côté? Et comment réussir le tout en respectant les normes très strictes de construction en seulement 2 ans?
Mars 1997. L'équipe d'architectes de Las Vegas part donc en mission de repérage sur place, à Venise. Ils doivent recréer la cité lacustre pour le nouveau grand casino de Las Vegas. C'est la vision, certains disent le fantasme d'un homme, le promoteur Sheldon Adelson. Il parie des milliards que le Vénitien décrochera la timbale. Mais dès son arrivée sur place, l'équipe de concepteurs chargée de concrétiser son rêve réalise que c'est un défi quasi impossible. Comment pourra-t-elle recréer l'une des villes les plus célèbres d'Europe? L'une des rares au monde dont les rues sont des canaux, et ce, dans les sables du désert. Regardez ces couleurs et ces détails. Et le tout en 2 ans. J'ai réalisé dans quoi on s'était embarqué en descendant du bateau à Venise. En arrivant à quai, on a regardé le palais des Doges et la Cadoro en face. On a installé un objectif de 600 mm et on a zoomé sur ce qu'on voulait copier. On a pu voir le souci du détail, la sophistication presque décadente dont les Vénitiens avaient fait preuve pour bâtir leur ville. Et il leur a fallu entre 600 et 800 ans pour le faire. Malheureusement, les architectes n'ont pas 8 siècles. Ils font donc appel à une historienne italienne, Dorit Renz, et avec son aide, prennent plus de 3000 photos de Venise en 1 semaine. Puis ils décident quel haut lieu de la cité ils vont tenter de copier. La Cadoro. Le palais des Doges, construit du XIVe au XVIe siècle. Le pont du Rialto datant du XVIe siècle. Le pont des Soupirs. La bibliothèque Saint-Marc. La douane de mer. Le campanile de la basilique Saint-Marc. Les gondoles et leurs gondoliers. Et plus de 150 tableaux de la Renaissance. Ils tenteront aussi de reproduire la célèbre place Saint-Marc. Devant l'hôtel Casino, presque toutes les façades de ces monuments vénitiens seront reconstituées grandeur nature, dans leurs moindres détails. La tour du campanile sera à peine plus petite que l'original et située au pied du pont du Rialto. On prévoit aussi d'installer 2 versions du Grand Canal, une à ciel ouvert et une à l'intérieur. En juillet 1997, les travaux de la version américaine de Venise ont déjà commencé. Il faut construire plus de 600 000 mètres carrés d'espace en moins de 24 mois. Ce complexe hors norme comprend un casino qui occupera le sous-sol et le rez-de-chaussée. À l'étage, un centre commercial avec 80 boutiques et restaurants. Il aura un plafond situé à 21 mètres de haut, surplombant une version couverte de la place Saint-Marc, plafond qui sera peint et qui représentera un ciel italien. Pour compliquer la construction, le centre commercial sera traversé par une réplique du Grand Canal, longue de 300 mètres, où évolueront des gondoles. Et pour surplomber le tout, une piscine luxueuse. Pour soutenir cette structure gigantesque à plusieurs niveaux, les architectes ont besoin de fondations en béton suffisamment solides pour supporter une pression de 69 000 kPa, la nouvelle norme en vigueur pour les casinos de Las Vegas. Pour cela, il faudra environ 16 000 m3 de béton, de quoi remplir plus de 4 piscines olympiques et impressionner le chef du projet. J'ai toujours travaillé sur de gros projets, mais là j'ai quand même eu peur. Les ingénieurs savent que le sable et le gravier disponibles à Las Vegas ne sont pas d'excellente qualité. Ils ont également conscience qu'il n'y a qu'un moyen pour tester la résistance du béton. Ils doivent le couler, prélever des échantillons
et attendre 28 jours qu'il sèche. C'est la seule solution. Pour l'équipe, c'est un autre pari risqué. Elle croise les doigts pour que les fondations soient bien homologuées. Il faut 300 ouvriers et 125 camions travaillant sans discontinuer pendant 30 heures pour couler les 16 000 mètres cubes de béton. Quand les fondations sont achevées, ils découvrent qu'ils ont réalisé un exploit. Ils viennent de battre le record américain de la plus grande coulée continue de béton. Maintenant, la tension est à son comble en attendant le résultat des tests de résistance. La procédure est sans pitié. La carotte de béton est comprimée entre les mâchoires d'une presse hydraulique géante pour déterminer quelle pression elle peut supporter avant de se briser. Le béton du complexe hôtelier doit tenir le choc sous environ 69 000 kPa. C'est la norme officielle pour les bâtiments commerciaux américains. Si la carotte cède avant, le béton sera recalé. Au grand soulagement de l'équipe qui a misé des millions sur le projet, le verdict est bien au-delà des niveaux requis. Le béton supporte plus de 103 000 kPa avant de se briser. Le test est réussi haut la main. Mais pour les ouvriers, la pression ne se relâche pas. Pour rester dans les délais, les entrepreneurs ont engagé une véritable armée. Désormais, 3 000 ouvriers s'activent sur le site à raison de 2 équipes par jour. Ils vont installer plus de 900 tonnes d'acier structurel pour la charpente de la tour de 35 étages. Et ils vont couler encore 187 000 mètres cubes de béton pour les sols, les canaux et la piscine. Ils vont tirer plus de 2400 km de câbles électriques pour faire de cet hôtel la superstructure la plus high-tech du Strip. Ils vont appliquer 136 000 litres de peinture, monter 19 000 portes et installer 990 km de garniture sur les plafonds de plus de 3000 suites. Et tout sera fait pour l'ouverture dans seulement 21 mois. Robert Loussac est de retour à Las Vegas après un voyage d'études à Venise. Désormais, sa mission est d'appliquer ce qu'il a appris à la recréation de la cité italienne dans le Nevada. Pour cela, son équipe et lui devront dessiner, sculpter, mouler et peindre plus de 80 000 colonnes, corniches, ornements et autres statues en 3 dimensions. Il commence avec une équipe de 7 dessinateurs qui grossit bientôt pour regrouper 60 personnes dans un atelier de 2700 mètres carrés. Mais l'équipe n'arrive pas à suivre le rythme. Alors qu'il reste moins d'1 an avant la date butoir d'avril 1999, Loussac investit un autre lieu, un immense entrepôt de 14 000 mètres carrés où son équipe passe de 60 à plus de 300 personnes. Vous ne pensez pas à ce qui a été fait ou à ce qu'il reste à faire. Vous vous concentrez sur ce qui est sous votre nez et vous allez aussi vite que possible. Loussac a un atout. Au lieu de sculpter ses statues dans le marbre ou la pierre d'Istrie, comme de nombreux artistes vénitiens, il les créera à partir de matériaux modernes comme le polystyrène ou la résine. Il aura aussi à sa disposition des outils comme des unités de coupe, des ciseaux et des fils chauffants guidés par ordinateur. Pour tester la qualité du résultat, Loussac choisit l'un des plus célèbres emblèmes de Venise, un symbole connu dans le monde entier, le lion ailé de la place Saint-Marc. En travaillant à partir de photographies, il sculpte le lion dans du polystyrène, le recouvre d'un revêtement en plastique et le peint pour imiter la pierre vieillie de l'original.
Pour savoir si son lion peut satisfaire le regard exigeant d'un spécialiste, il envoie des photos de son œuvre à un historien de Venise. Et il a été impressionné. Quand on a reçu ces compliments, j'ai pensé, finalement, on va peut-être y arriver. C'est un moment de triomphe. Mais il faudra le reproduire 80 000 fois dans les 10 prochains mois, jusqu'à l'inauguration du Venetian. C'est une tâche considérable, étant donné les délais. Mais un autre problème pourrait faire perdre du temps à Robert Loussac, et même son emploi. Les dizaines de colonnes créées pour la façade du Palais des Doges à l'extérieur de l'hôtel ne ressemblent pas du tout à celles de Venise. Et pour cause, elles ont l'air flambant neuves. Il faut absolument refaire ça. Les stylistes décorateurs menacent de les mettre tout au rebut et de demander à Loussac de recommencer à zéro. Le chantier du nouveau complexe hôtelier de Las Vegas continue à un rythme effréné. Nous sommes à l'été 1998. Il ne reste plus que 10 mois. Mais des dizaines de colonnes prévues pour la façade du Palais des Doges, censées reproduire celles de Venise, ne conviennent pas. Elles sont parfaites et immaculées. Celles du vrai palais sont en pierre d'Istrie, dont la surface est naturellement grêlée. Elles ont été vieillies par les intempéries et les siècles. Mais malgré plus de 300 artistes impliqués dans le projet, ce détail a été oublié et les colonnes sortent des ateliers propres, blanches et rutilantes. Tout est à refaire. Tandis que l'équipe des décorateurs s'occupe du vieillissement des colonnes neuves, d'autres continuent à édifier le campanile qui doit culminer à 96 mètres. Cette tour est l'un des monuments les plus connus de Venise. Mais à Las Vegas, les architectes doivent revoir la disposition des différents éléments pour les faire tous rentrer sur le site. La tour sera donc au pied du Rialto. Elle est en acier structurel et sa taille sera à peine plus petite que l'original. Les travaux avancent à l'extérieur, mais dans l'hôtel, un problème plus grave se pose et il pourrait venir de la conception même du bâtiment. La complexité des étages inférieurs risque d'être problématique. Le casino sera installé dans le sous-sol et au rez-de-chaussée. Au premier étage, il y aura un centre commercial ouvert au public. Les boutiques n'occuperont qu'un seul étage, mais leurs vitrines auront des façades vénitiennes sur 2 niveaux. Comme dans un décor hollywoodien, le centre commercial aura l'air à ciel ouvert, alors qu'il sera en intérieur. On a également prévu une réplique du Grand Canal qui doit couler au milieu des magasins. Elle mesurera environ 300 mètres de long sur 1 mètre de profondeur et comportera 5 ponts. Si les supports ne sont pas assez solides, tout pourrait s'effondrer sur le casino juste en dessous, et ce serait la catastrophe. Pour remplir le canal, il faudra plus d'1,060 000 litres d'eau, soit un poids dépassant les 900 tonnes. Les hôtels de Las Vegas sont alimentés en eau principalement par le fleuve Colorado et occasionnellement par les nappes phréatiques. Les hôtels casinos ne consomment que 3% de l'eau de la ville. À terme, le Venetian recyclera l'eau de son canal. Les architectes font une estimation du poids final du canal et pour soutenir ce dernier, le positionnent directement sur les colonnes de soutien du casino. Malheureusement, quand ils remplissent le canal pour la première fois, à partir des 14 fontaines à tête de lion, 11 000 litres d'eau fuient chaque jour dans le casino.
Il faut le vider et l'inspecter centimètre par centimètre et surtout, comprendre comment empêcher ces fuites. Sinon, il faudra se passer du canal intérieur. Mais bientôt, une solution est trouvée. Il est décidé de construire un double système de confinement. Si une fuite parvient à franchir le premier niveau de sécurité, elle sera stoppée par un deuxième système de drainage. Au moment où un problème est résolu, un autre surgit. Au-dessus du centre commercial et du canal, il y aura la piscine à ciel ouvert, une nouvelle structure très lourde superposée aux autres. On ne peut pas avoir de fuite d'eau dans les commerces. Les propriétaires n'apprécieraient pas. Il faut prévoir une dalle avec un système pour collecter les écoulements. On construit donc un autre système de double confinement pour empêcher d'éventuels dégâts dans le centre commercial. En août 1998, le bâtiment qui va accueillir l'hôtel est achevé, du moins à l'extérieur. À l'intérieur, c'est une autre histoire. On est maintenant en janvier 1999. Dans le centre commercial de 4000 m², les travaux ont pris du retard. Alors que Robert Loussac et son équipe commencent à croire qu'ils seront dans les délais, les architectes du centre commercial leur passent une nouvelle commande, 4 mois avant la date de l'ouverture. Ils demandent 800 nouveaux moulages pour compléter les 25 000 éléments décoratifs des façades et des vitrines des magasins. Chaque moulage exige de 6 à 8 semaines pour sa conception et sa fabrication. En regardant le temps qui nous restait, on a compris qu'on n'y arriverait jamais. L'inauguration est prévue pour avril. À moins d'un miracle, cette superstructure ne sera jamais prête à temps. Soudain, Loussac et son équipe ont une idée brillante. Ils réalisent que la galerie marchande suit les ondulations du Grand Canal, si bien qu'on n'a jamais une vision globale du décor. On déambule dans les allées comme dans une enfilade de quartiers différents. Pour cette raison, les éléments architecturaux comme les moulages, les porches et les colonnes peuvent se répéter s'ils sont suffisamment espacés. Si les architectes veulent bien définir des tailles standards pour les fenêtres, les portes et les colonnes, on pourra réduire le nombre de moulages nécessaires de 800 à 400, un nombre beaucoup plus raisonnable. Les architectes acceptent car le délai de livraison est ainsi divisé par 2. C'est une idée ingénieuse qui évite un sérieux contretemps. Mais dans le casino, la situation est plus problématique. Des fresques, copies d'œuvres majeures de l'art vénitien, doivent décorer les murs et les plafonds. Mais les décorateurs se sont aperçus qu'il manquait quelque chose aux peintures. Il leur faut les conseils d'experts vénitiens. Ils font donc appel à l'un des artistes les plus respectés d'Italie, Guerrino Lovato. Les stylistes du casino le persuadent de délaisser son atelier vénitien pour venir jusqu'à Las Vegas leur donner son avis. Lovato voit immédiatement que les couleurs et les lignes, bien que réussies, n'ont rien de vénitien. Les nuances et les ombres doivent être plus détaillées pour imiter le style et la richesse de Venise. Sur les conseils de Lovato, les peintres retravaillent les couleurs, les ombres et les formes. Le résultat fait enfin l'unanimité. Il reste maintenant à peine une semaine avant l'inauguration prévue pour le 21 avril. Les couleurs et les perspectives ont été rectifiées sur les fresques à l'intérieur de l'hôtel Casino. Mais à l'extérieur, tout n'est pas réglé. Les ouvriers enduisent la version extérieure du Grand Canal d'une peinture devant donner à l'eau la teinte verdâtre des canaux de Venise.